Bijou contre les zombies, première. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de son cette fois. On voit un peu les jeux de société là-bas, c'est pas grave. Non, ouais. Tant que c'est pas des jeux, nos jeux érotiques. Je me doutais que t'avais dit et t'avais la gueule, le mec qui prépare un truc pour la séquence. Ah oui. Avec ton bouton sur le nez. J'aime le sexe. J'ai un bouton sur le nez? Oui. Rouge. On remballe tout. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Nous on a eu des cadeaux cool avec Elodie ici présent. Bonjour Elodie. Bonjour Jonathan. Là t'étais sérieux? Ouais, j'étais sérieux. Là tout le monde va croire que tu parles comme ça. Contre nature, hein. Oui, non, alors nous on est contents, on a eu un bon Noël, on a eu la Switch, c'est cool. Oui. On s'est fait vacciner aussi. Oui. Alors en parlant de vaccination, Monsieur McBisou. Mettez-le avec les autres. Vaccinez-vous. Omicron, c'est une grosse conne. Bon. Alors voilà, donc on a pris beaucoup de retard sur la dernière vidéo, j'avais d'autres projets annexes pour compenser un petit peu le retard de la dernière vidéo, parce que je peux plus faire de vidéos à plein temps maintenant, malheureusement. Je vous fais là une petite vidéo vraiment à l'arrache, il n'y a pas de texte écrit, c'est dans les conditions du direct, quasiment, avec du coup Elodie, on va faire une petite question-réponse pour parler un petit peu du palmarès, des bonnes séries, des bonnes saisons et des mauvaises de 2021. Voilà, pour célébrer cette fin d'année. Il y a quand même d'autres vraies grosses vidéos montées, tout ça, qui sont prévues à l'avenir quand même, mais voilà, il n'y a pas de date, il n'y a plus de planning, etc. parce que je ne fais plus ça malheureusement à plein temps. S'il y a du changement, je vous le ferai savoir. Voilà. Alors, je propose qu'en premier, ma chère Elodie et mon cher Bisou, nous parlons du top 3 des nouvelles séries 2021. Voilà, enfin un top 3, voilà. Qu'est-ce qui s'est fait de mieux en nouvelles séries 2021? Voilà, le but c'est pas de parler des séries qui existent déjà, c'est vraiment de parler de ce qui est nouveau. Et en fait, je me suis rendu compte en cherchant un petit peu, en regardant dans mes séries du vendredi sur Instagram, que il y avait pas grand chose de nouveau, et que les séries que j'ai appréciées, c'était des mini-séries en fait. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc du coup, moi j'ai retenu notamment 2 mini-séries qui m'ont vraiment marqué cette année. C'est alors en tout premier, je dirais la série Made, la mini-série Made qui est sur Netflix. Elle a un petit peu marché, donc peut-être vous l'avez vu passer. Tu sais, quand Netflix il vous agresse du top 10 en France, là, elle est restée très longtemps dans le top 10. C'est tiré d'une histoire vraie sur une fille de, je crois, la vingtaine. Elle vit avec son mari dans une, je sais pas ce que c'est, une caravane, un truc comme ça, un mobil-home. Un mobil-home, ouais, voilà. Qui est alcoolique, qui est un petit peu violent, même s'il l'a jamais frappé directement, quoi. Mais il a tendance à être bien violent. Tendance à être violent, elle commence à voir le truc venir, du coup elle s'enfuit avec sa fille, il y a toute une histoire de garde qui se fait, elle a plus d'argent parce qu'elle était femme au foyer, donc elle va dans des refuges de femmes battues, tout ça, et petit à petit elle essaie de s'en sortir, tout en décrivant de manière assez bien tous les problèmes du système social aux États-Unis pour venir en aide à ce genre de personnes, en fait. Elle a écrit des bouquins là-dessus, la vraie fille à qui c'est arrivé, c'est devenu oui, c'est l'histoire de sa vie, ouais. C'est devenu une auteure célèbre aujourd'hui, et du coup, un de ses livres a été adapté, celui de sa vie, du coup, en série, et voilà. Et c'est super bien. Enfin, franchement, j'étais absorbé par le truc, des fois c'est déprimant, et des fois ça donne plein d'espoir, tout ça, donc très très bonne révélation de cette année, regardez-la si vous l'avez pas vu. Toi t'as bien aimé aussi Ouais, voilà. Je buguais parce que, en fait, je pensais à merveilleuse... Ah, Mrs. Maisel. Oui, en fait, je pensais à ça, en fait, c'était Maid. C'est pour ça, quand t'as commencé à raconter l'histoire, j'ai bugué quand t'as dit Mobilhome, parce que je m'en rappelais plus. Non, en fait, Mrs. Maisel, c'était une bonne révélation pour moi cette année, mais c'est une série... Enfin, je sais même pas s'il y a eu une saison en 2021, en fait, de Mrs. Maisel. Mais oui, il y a super découverte perso pour moi cette année. Voilà, on va dire que c'est une mention honorable aussi. Mais bon, c'est ni une nouvelle saison de 2021, ni une nouvelle série de 2021. Il était censé avoir la saison 4, je crois, de Mrs. Maisel en 2021. Mais malheureusement, elle est reportée à février 2022. Mais voilà, si vous voulez voir une comédie sur une Ashkenaz dans le New York des années 50, dans le monde de la comédie, allez voir Mrs. Maisel. C'est une des séries que j'ai plus kiffé cette année. Mais voilà, c'est une découverte par hasard perso, donc c'est pour ça que je peux en parler, on fait un palmarès. Du coup, quoi d'autre? Oui, alors comme autre mini-série, c'était vraiment le festival de mini-séries, j'ai l'impression que ça se fait
plus en plus en ce moment, je sais pas ce que t'en penses. C'est Nine Perfect Strangers, avec Nicole Kidman, son Prime Video, c'est pareil, il y a eu beaucoup de promos dessus, c'est tiré d'un bouquin aussi, et en vrai, oui, voilà, quand on fait vraiment le tri de ce qu'il y a eu de nouveau en 2021, je pense que c'est une des meilleures séries, en fait. Donc ça parle d'une espèce de centre de spa ultra select, on sait pas trop ce qui se passe là-bas, à chaque fois il y a 9 ou 10 personnes qui y vont, ils ressortent totalement transformés, et là on suit l'histoire de, du coup, 9 patients qui se rendent pour une séance d'une dizaine de jours, et ça part en sucette, petit à petit, c'est à mourir de rire, c'est le mec qui est derrière Ali McBeal, notamment, qui a fait cette série, donc, qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas Ali McBeal? Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas à mourir de rire non plus. Bah, c'est pas à mourir de... Non, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas de l'humour, hein, c'est pas... C'est pas à mourir de rire non plus, mais en fait, il y a une espèce d'ironie constante. Oui, vois, oui, il y a trouve. des petites jokes, mais... Ouais, voilà. Elle se prend pas au sérieux, la série. C'est ça que j'aime bien, je trouve. Oui. Et c'est un truc qu'on retrouve aussi beaucoup dans Ali McBeal. C'est une série dramatique, hein, aussi, en soi, Ali McBeal. Mais il y a tout le temps derrière quelque chose où ils se prennent pas au sérieux. Et on retrouve, je trouve, vraiment cet esprit-là dans la série. Et donc voilà, moi, Nicole Kidman, c'est un peu une tête d'affiche, mais c'est pas forcément, je trouve, l'actrice la plus marquante de la série. Il y en a plein. Il y a notamment celui qui joue le général Zod, là, dans Man of Steel, qui m'éclate bien dedans. Et plein d'autres acteurs que j'aime bien, celui qui joue Dracula aussi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc à voir aussi, c'est vraiment le genre de série, voilà, t'as tout de suite envie de voir la suite, tu la binge-watch d'un coup, donc c'est une mini-série, en plus il y a une fin, donc c'est cool, donc si vous l'avez pas vu, si vous aviez des doutes, si vous vous êtes dit, ah c'est sympa, mais peut-être plus tard, ben non, allez-y, en fait, c'est ce qui s'est fait, si vous voulez un truc nouveau et bien, allez-y, quoi. Toi, t'avais bien aimé aussi? Ouais, franchement, j'ai adoré, je trouvais ça, c'est beau, en plus, il y a une belle photographie. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que la photo est cool, ouais. Puis oui, il y a des acteurs qui sont top, quoi. Comme tu dis, Nicole Kidman, au final, on s'en fout un petit peu d'elle, quoi, dans la... Enfin non, elle fait quand même le taf, mais il y a d'autres acteurs qui sont top aussi dedans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la photo est super belle. Ouais. Et la photo est belle aussi dans Maid, t'as beaucoup de paysages, je crois que Ouais, c'est l'état de Washington ou Ouais. New York, je sais plus quel état. Enfin, nord des États-Unis, quoi, et c'est vrai qu'il y a eu on a remarqué un truc cette année, je trouve aussi, c'est qu'il y a plein de séries, il y a une super belle photographie. Les gens sont vraiment améliorés dans la photographie des séries, les paysages, tout ça, c'est un truc de ouf. Dans d'autres d'ailleurs, qu'on va parler après aussi. Bah ces deux-là, en tout cas, oui. Ouais, surtout ces deux-là. Ouais. Donc ça c'est pour les mini-séries, il y a quand même une série, normalement, hein, il va y avoir une saison 2 et tout, donc une série normale, qui moi m'a personnellement marqué, mais c'est vraiment parce que c'est un genre qui me touche beaucoup, bah, c'est le fait de jouer avec le médium en lui-même, celui des séries télé. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme dans WandaVision, où au fur et à mesure de WandaVision, on évolue dans les sitcoms familiales, genre, on passe de I Love Lucy et ça finit sur du Malcolm. Et la série dont on va parler, ben, ça joue un petit peu avec ces codes-là aussi. C'est Kevin Can Fuck Himself, avec le F barré. Faut pas dire fuck. Et du coup, donc ça parle d'une... je sais plus comment elle s'appelle. Que je me rappelle pas du tout de cette série, moi. Mais si, tu te rappelles pas, là, son mari... genre, quand elle est avec son mari, en fait, elle est en mode sitcom. Ah oui, elle est trop bien aussi, celle-là. Elle est super. Ah ouais, Et donc voilà, donc c'est l'histoire d'une femme qui vit avec son mari, qui est un gros beauf pas possible, un peu teubé, hein, même. Un peu... Mais pareil, niveau photographie, elle est top aussi, celle-là. Bah, elle joue beaucoup, c'est pas genre magnifique, mais elle joue tellement bien avec les codes que oui, là, du coup, la photo est superbe, parce que la série, en effet, mélange de genres, c'est la sitcom, et limite le drame assez sombre, en fait. Et donc, d'un autre côté, donc, c'est une fille, voilà, elle vit avec son mari, et ses voisins, c'est tous des gros beaufs. Quand elle est avec son mari, tout se transforme en sitcom des années 90, 2000, ce qui nous fait d'ailleurs nous rendre compte d'ailleurs que l'image de la femme était pas ouf à cette époque-là, hein. Après l'ère MeToo, tout ça, c'est vrai que... Comme aujourd'hui, un peu de temps en temps quand même, hein. Dans certaines sitcoms, Bah ouais. ouais, tu trouves qu'il y a encore des sitcoms aujourd'hui qui traitent la femme bof. Ouais. Je sais pas, faudrait trouver des exemples, quoi. Ouais, bah là, j'en ai pas comme ça, mais... D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois qu'elle condamne un petit peu une autre série qui était avec un autre acteur connu. Bref, mais je mettrai le nom de la série, mais ça condamne spécifiquement cette série-là, en fait, où le héros s'appelait Kevin. Ah voilà, c'est avec Kevin. Comment il s'appelle? Kevin James. C'était pour condamner une autre série avec Kevin James, où l'image de la femme, pareil, était un petit peu diminuée. Et c'est typiquement, voilà, elle vit dans une sitcom de Kevin James, en fait, un peu la nana. Tu vois, c'est qui Kevin James? Non. C'est le mec, tu sais, dans Un gars du Queens, justement, regardez
DVD. Ah, ok. C'était un peu gros. Ouais, je vois. Et donc bon, elle fait la gentille femme, qu'il le supporte parce que c'est son mari. Ils ont des idées complètement teubées, mais c'est des idées qui paraissent normales en fait dans des sitcoms, mais qui dans la vie réelle personne ne ferait jamais. Et puis dès qu'elle quitte son mari, en fait, elle se retrouve dans un drame quoi, où elle le supporte plus, elle a limite envie de le buter. L'image change complètement, les angles de vue changent complètement, et c'est ça que j'adore en fait. Ouais, le grain de l'image change. Ouais, le grain de l'image, le filtre et tout. Et on la voit en fait dans sa vraie vie en fait. C'est vraiment les coulisses des personnages des sitcoms quoi. Enfin d'un personnage en l'occurrence. On découvre aussi que tous les autres personnages, mis à part le mari peut-être, et tous les autres personnages de la sitcom ont aussi un passif en fait. C'est pas juste des personnages qui sont là pour faire rire, ils ont tout un passif, et à travers elle on découvre aussi tout ça. On découvre en fait la vie réelle des gens d'une sitcom si on s'intéressait à leur vie réelle en fait. Parce que c'est vrai, c'est comme moi je me suis toujours demandé dans le Friends comment ils faisaient pour jamais avoir de problème d'argent alors qu'ils vivent à New York dans un 3 pièces, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est cool de voir cet angle là quoi. Rien que pour ce mélange des genres, j'ai adoré. La série est super bien rythmée, je trouve. Pas grand chose à dire. Elle est courte, hein, non? J'ai l'impression que je crois qu'elle fait... c'était passé vite. Ouais, c'était passé vite, c'est genre 8 épisodes, un truc comme ça. Ouais. Faut pas un petit peu la tourner? Ouais. Ça a changé beaucoup. Hein. Je connais pas le métier. D'accord. Alors vous vous dites, c'est ça, mon top 3 de 2021, en nouvelle série, en nouvelle, hein, je précise encore une fois, une nouvelle série. Bah ouais, en fait, franchement, ouais. Alors après, j'ai pas vu d'autres séries vraiment connues pour avoir eu du succès cette année, comme Squid Game, en fait, je l'ai pas vu, parce que ça m'intéressait pas, en fait, peut-être je la regarderai une fois, mais le concept Battle Royale, bah... c'est vieux depuis Battle Royale, quoi. Surcoté de ouf. Ouais, toi tu l'as vu. Ouais, j'ai regardé pour regarder, et je trouve ça hyper surcoté de fou, quoi. Mais tu l'as trouvé bien, quand même? Franchement, je l'aurais pas regardé, m'en fous, quoi. C'est oubliable, quoi? Ouais, déjà, oui, c'est oubliable, parce que c'est pas ouf, en fait, comme... y a rien qui est ouf. C'est pas nouveau. Et puis oui, non, surcoté, c'est pas... Je la conseillerais pas, quoi. Ok. Si t'as du temps à perdre. Et encore... Ouais, donc bon, bah voilà. Après, je pense que c'est un petit peu l'avis général, c'est que c'est pas non plus une mauvaise série, mais... Ouais, y'en a qui ont adoré, quoi. Ouais, c'est un peu une série qui est arrivée, je trouve... Je voulais en parler de ça aussi, mais c'est un petit peu une série qui est arrivée au bon moment, au bon endroit. C'est genre au moment où on commençait à s'intéresser aux séries coréennes, au moment où on voulait un truc un petit peu trash, un petit peu... pas trash, mais un petit peu vicelard, tu vois. Moi, il y a une série dans ce genre-là qu'on avait vu il y a très longtemps, qui est pas très connue, qui m'a un peu fait penser à Squid Game quand j'ai vu Squid Game, c'est Chosen, avec Milo Ventimiglia, tu sais, c'est le père, là, dans This Is Us, dans Heroes et tout. Ouais. Tu sais, il trouve une boîte avec le nom d'une personne et une photo, il doit la tuer, s'il le tue pas, il kidnappe sa famille. En fait, la personne qui doit tuer doit elle-même tuer quelqu'un, c'est tout un cercle, et c'est pareil, c'est des riches qui s'amusent à torturer des gens, quoi, pour voir des meurtres, etc. Sauf que Chosen a un suspense de malade, des plus gros suspens que j'avais jamais vu à l'époque. C'est une série, c'est une web série à la base, elle a que 3 saisons. Ouais, je sais pas mon genre, mais celle-là, j'avais adoré pour le coup. Et du coup, ouais, quand j'ai vu Squid Game, j'ai fait un peu, ouais, c'est peut-être bien, mais bon, voilà. Mais il y a d'autres séries comme ça qui ont vraiment qui sont pas mauvaises mais qui méritent évidemment pas le carton qu'elles ont eu, mais elles étaient là au bon moment au bon endroit sur Netflix. Moi j'ai 2 autres exemples qui me viennent. Je sais lequel que tu vas dire de ça. Alors la première tu vas pas forcément, c'est Stranger Things. En vrai. Ah ouais. Stranger Things, c'est sympa. T'as adoré? J'ai bien aimé Stranger Things, mais elle mérite sûrement pas le succès qu'elle a eu. Tout le monde connaît, tu vois, Stranger Things sur Netflix. Il y a plein de séries sur Netflix qui mériteraient d'être connues par tout le monde, plus que Stranger Things, tu vois. D'accord. Et oui, évidemment, tu sais de quoi je parlais, la Casa des Papel. Casa des Papel, c'est pareil, j'ai apprécié la regarder, tout ça, mais le succès, calmez-vous, quoi. Moi, j'adore la Casa des Papel. Je préfère la Casa des Papel à Stranger Things, d'ailleurs, je crois. Ah ouais? Ouais, bah c'est 2 genres différents, quoi. Compliqué de les comparer. Casa des Papel, ça m'a bien fait kiffer, quand même. Je trouvais que c'était trop le bordel, moi, la Casa des Papel. C'est un bordel monstrueux, c'est incohérent en plus, enfin, qui c'est qui monte un braquage avec des gens aussi instables. Il y a des idées très malines, mais d'un autre côté, ça marche pas, en fait. Je trouve que la logique du truc marche pas. En fait, j'arrive pas à me dire que c'est vraisemblable, en fait. Et pendant tout le long de la série, ça m'a fait ça, et du coup, je suis jamais à 100% entré dans la Casa des Papel, perso, et les Espagnols qui gueulent tout le temps, là, ça me... un peu raciste ce que je dis, mais genre vos gueules, arrêtez de gueuler pour rien, quoi, c'est fatigant. Ils m'ont dégoûté des séries espagnoles, en vérité, Casa des Papel, ce qui est... C'est dommage. C'est dommage, ouais. Bon, ça, je sais pas si je vais le mettre, Non, je pense que tu sais pas. C'est dommage que tu viens de dire. C'est dommage que tu sois raciste. Ouais. Non, faudrait que tu coupes ça.
Bah écoute, Génération Z. Voilà, bon bref. Sinon, bon, quelques mentions honorables pour 2021. Comme nouvelle série, j'avais déjà parlé dans la série du vendredi, enfin sur Instagram en général, de Mixte sur Prime Video. C'est pas tous les jours qu'on a une bonne série française. Dans la vidéo du bêtisier, j'en parle un peu plus en détail si vous êtes curieux, mais voilà. C'est meilleure série française de 2021, je pense. Je sais pas. Ouais. C'est pas comme si on regardait beaucoup de séries Non, françaises non plus. c'est pas faux. Mais c'est original comme série française, ça change et c'est pas mal. Ouais. Sur le premier lycée mixte de France dans les années 60, pour info. Après, je sais pas s'il y a eu d'autres séries meilleures françaises. Je pense qu'elle est au moins dans le top 3 des meilleures séries françaises, bref. Donc voilà, mixte. Et puis, ouais, Ginny and Georgia, je voulais en parler aussi. Il y a eu la saison 1 cette année, en 2021 aussi. Hein. C'est en 2021, Ouais, c'est pas non, c'était en début d'année, ouais. Bah, je trouve que la bande-annonce résume bien, enfin, la phrase qu'elle dit dans la série, qui est ressortie dans la bande-annonce pour promouvoir la série, c'est que c'est les Gilmore Girls avec des plus gros nichons, et c'est exactement ça. Je trouve que c'est la phrase qui résume la série. Les Gilmore Girls, voilà, c'est la mère célibataire et sa fille qui essaie de se débrouiller dans une petite ville, sauf que là, il y a beaucoup plus de magouilles, il y a beaucoup plus de cul, les histoires des ados sont beaucoup traitées avec beaucoup plus de crédibilité, de réalisme, ça se censure moins, et c'est drôle, voilà. Moi, j'ai trouvé ça hyper bien rythmé, hyper bien fait, en fait, et je me suis dit, bah ouais, en fait, ouais, je peux la citer en mention honorable. T'es d'accord aussi, ouais? Ouais. Et puis j'aime bien la mère, elle joue très bien, je trouve. Ah, j'ai dit ici, ouais, c'est vrai qu'on a fini Shameless aussi, mais je sais pas quand je vais le caser dans la vidéo. Et voilà, alors, je sais pas si c'était en 2021 la saison de Shameless, mais ouais, on a fini Shameless, c'est une série cool de A à Z, il y a 11 saisons. Regardez Shameless US si vous l'avez jamais vu. Ouais, j'ai adoré. Sinon, on va parler des flops. Alors, c'est pas tout à fait des flops, je pense qu'évidemment, moi, je perds pas mon temps à regarder... Des séries de merde. Voilà. J'ai bloqué, contrairement à Bisou. J'adore Smallville. Non, ouais, voilà. Donc, évidemment, voilà, je sais un petit peu repérer les séries de merde et tout, mais je veux parler de flop dans le sens, le projet fonctionnait pas, quoi. Alors, on va plutôt parler du début d'année. D'abord avec Jupiter's Legacy, tiré du comics. Donc, c'est encore un truc de super-héros. C'est un The Boys, mais en moins graveleux et en plus péteux. Je sais pas trop comment le définir. Tu l'avais vu, hein, aussi, Jupiter? Je me rappelle pas. Avec Josh Duhamel, là, tu sais, les maquillages vieux qui sont dégueulasses. Donc une série de super-héros sur un groupe de super-héros. J'en peux plus des séries de super-héros. On en bouffe tout le temps, quoi. C'est vrai que celle-là, c'était peut-être un peu celle de trop. Ce qui est marrant, c'est qu'apparemment Netflix, ils ont voulu la sortir avant que Marvel sorte ses séries sur Disney pour pas qu'il y ait trop de trucs de super-héros, mais il y avait déjà beaucoup trop de trucs de super-héros. Il y a que ça. Franchement, je pense que s'ils l'avaient sorti maintenant, limite, il y aurait eu un meilleur public, en fait. Parce que les séries Marvel, c'est un truc à part, je trouve. Bref. Mais au-delà de ça, voilà, donc le showrunner de la série, il a quitté le projet d'ailleurs pendant la saison 1, j'ai vu. Déjà, ça veut tout dire. Ouais, voilà. Et puis, donc, ouais, voilà, il y a Josh Duhamel dedans. C'est sur un groupe de super-héros, genre une Justice League, qui... Donc, la moitié de la série, c'est comment ils ont trouvé leur pouvoir sur une île perdue dans les années 30. Ils sont devenus immortels, des grands super-héros, des défenseurs de la planète. Et d'un autre côté, c'est aujourd'hui, avec leurs enfants qui ont hérité de leur pouvoir, mais qui sont pas tout à fait aussi vertueux qu'eux. Comment transmettre, voilà, ce qu'ils ont accompli durant toutes ces décennies à leurs enfants, en fait. Donc, bon, le concept en soi était pas mauvais, mais il y a plein de trucs qui marchent pas dans cette série. Déjà, les maquillages, quand ils sont vieux, c'est une blague, quoi. Alors, c'est toujours une mauvaise idée de faire des maquillages de vieux, mais là, sur toute une série, faut avoir du maquillage solide, je trouve, et là, ça marchait, mais pas du tout. On dirait moi avec une barbe blanche. Non, mais... Ouais, la barbe du Père Noël, là, ouais. Ça marche pas. Bon, après, les intrigues sont un petit peu prévisibles aussi. Et tu te demandes d'où ça va. T'as tout un flashback dans les années 30, mais t'as pas beaucoup de réponses non plus. Mais t'avais tout regardé? Bah, j'ai regardé les 8 premiers épisodes, alors je sais pas si c'est la... Moi, j'ai regardé quoi, hein? Je sais pas. En fait, je crois que j'ai pas regardé, hein, parce que là, je viens de regarder... Et il me semblait que t'avais regardé... Là, je me dis quelque chose... Je crois que j'avais peut-être commencé à regarder avec toi, et j'en pouvais plus des super-héros. T'avais vu l'épisode 1 ou 2, grand max. Ouais. Et bref. Et du coup, à la fin, t'as pas trop de réponses. Et c'est un peu dommage. Je sais même pas si c'est la saison 1 ou la première partie de la saison 1, mais bref, il y aura pas de suite, du coup la série a été annulée, donc pour le coup c'est un vrai flop même de façon générale. Je connais mal cet univers, je sais qu'ils ont adapté récemment un comics, enfin, des japonais ont adapté un comics en dessin animé qui apparemment n'est pas trop mal. Moi j'ai vu le premier épisode, bon c'est pas trop ma cam parce que c'est très japonais quand même. C'est Super Crooks qui est avec des super héros, enfin des gens avec des pouvoirs qui sont des braqueurs. C'est drôle comme nom, Super Crooks. Super Crooks. Crooks, je sais plus ce que ça veut dire en anglais, mais peut-être magouilleur ou quoi, je sais plus, bref. Oh, mais t'es un Super Crooks toi.
Du coup, ça se passe dans le même univers que Jupiter's Legacy, ils en parlent, dès le premier épisode. Je trouve ça hyper bizarre d'avoir d'un autre côté une série de super-héros classiques et tout, d'un autre côté un manga, enfin un comics adapté par des japonais, fait dans un truc un peu délire, un peu gore même. J'ai un peu du mal à comprendre les différentes adaptations de cette franchise, c'est très bizarre. Super Crook, honnêtement, je sais pas si c'est bien, j'ai vu que le premier épisode, c'est pas trop ma cam, c'est tout ce que je peux dire. C'est trop japonais en fait pour moi. Je regarde des mangas, mais genre limite. T'aimes pas les Espagnols, t'aimes pas les Japonais. Bravo. Je regarde des mangas, mais les mangas limite qui se critiquent eux-mêmes, comme Jojo, parce que je m'appelle Jojo. Sinon, en récent, on a eu Cowboy Bebop, qu'on avait vu. Moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus, j'en ai dû voir quoi, 2 épisodes. Ah ouais, ça nous a vite saoulé. C'est dommage, hein, parce que franchement, l'idée était hyper intéressante, je trouvais. C'était rigolo. Hein. Ah, l'idée est vieille, justement, c'est une adaptation d'un manga aussi. Tu vois, je savais pas, mais c'était rigolo. Ouais, c'est rigolo, c'est... Ouais, voilà, le côté funky, 70s. Mais j'ai l'impression qu'à force de vouloir trop respecter le manga, ils ont oublié de se dire, est-ce que ça marcherait, en fait, à la télé. C'est comme quand tu vas adapter Dragon Ball, en fait. Je rappelle, c'était chiant, en fait. Mais dès le début. Ouais, mais c'est le rythme de narration, je pense, de l'animé aussi. Je connais pas l'animé Cowboy Bebop, hein. Mais en fait, il y a un peu ce côté, vous savez, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, les gens se sont rendus compte que Dragon Ball, on pouvait pas l'adapter, en fait. Ça marche pas de l'adapter en film. Enfin, tu peux t'inspirer d'un truc de Dragon Ball, tu vois, il y a des trucs à faire, mais tu peux pas faire exactement la même chose. Et c'est sympa de vouloir respecter l'esprit, de vouloir faire le côté 70s, exactement les mêmes costumes, etc. Mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça marche en live en fait? Et j'ai pas l'impression. Bon, après voilà, on a vu que 2 épisodes, donc je vais pas la citer totalement dans les flops. Des retours que j'ai eu, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup que c'est pas non plus la série la plus appréciée du monde, donc je sais pas s'il y aura une saison 2, ça a l'air de coûter cher quand même à faire. Je sais pas du tout, mais je voulais quand même la citer parce que à un moment donné, quand tu adaptes quelque chose, il faut se poser la question pourquoi tu l'adaptes, tu vois. Une adaptation, c'est pas être le plus fidèle possible. Une adaptation, c'est s'inspirer de quelque chose issu d'un autre média pour en faire quelque chose de bien dans le média que tu fais, c'est tout. Si tu fais une transposition, je veux dire, c'est un devoir d'école, quoi. C'est un devoir d'école de cinéma, si tu veux. C'est rigolo. Comme la bande-annonce, Cowboy Bebop, elle était hyper cool. Mais de là en faire une série, je sais pas. Donc voilà, à voir. Peut-être je regarderai quand j'aurai un peu de temps, je finirai la saison pour me faire un véritable avis, mais à voir. Sinon, je voulais parler pour moi, ce qui est le plus gros flop de cette année. C'est pareil, c'est pas une série horrible non plus, mais c'est un gros flop pour une raison très simple. C'est Fondation sur Apple TV+. Et c'est une série voilà qui a beaucoup fait parler d'elle parce que c'est l'adaptation de la saga Fondation d'Isaac Asimov, un des plus grands auteurs de SF de tous les temps et une des plus grandes sagas de SF de tous les temps. Donc c'est pas rien. Asimov il a écrit 2 grosses sagas, la saga des robots qui est un peu plus connue et Fondation. Et enfin après moult reports, moult changements de showrunner, ça devait être Jonathan Nolan à la base qui devait faire ça. Maintenant c'est un autre mec qui s'en occupe, on va en parler d'ailleurs. Mais bref, Fondation a enfin été adaptée. Moi j'étais comme un gamin, c'est ma saga de science-fiction préférée en plus. Je connais très bien. Tu me l'as vendu en plus, hein. Ouais. Du coup, il y a eu pas mal de soucis quoi avec Fondation. On l'a fini ou pas d'ailleurs? On l'a fini, ouais. Tu vois, je me rappelle même plus tellement que... Je me rappelle même plus sur quoi ça finit. On va te faire des diagnostiquer si tu te rappelles plus rien. Déjà, il y a un truc, je voulais limite vous prendre les bouquins, mais bon, je vais pas le faire, parce que... En gros, voilà, Fondation, si vous voulez, c'est ça, quoi, de bouquins, en gros, que j'ai. Donc t'as les préquels, les nouvelles, qu'on peut compter comme un seul roman, même s'ils sont souvent divisés en 3 romans, et les 2 gros romans finaux qu'il a écrits 30 ans plus tard, donc c'est à peu près ça. La saison 1, on peut se dire, c'est un bouquin, tu vois, un truc comme ça. Non, c'est genre ça, quoi. La saison 1. Et encore, parce que, évidemment, il a extrapolé plein de nouvelles histoires, pourquoi pas, et il a pas raconté du tout des choses qui se sont passées, on va dire pourquoi pas aussi. Le problème, il est pas là, en fait, parce que là, pour le coup, on parle d'une adaptation qui prend des libertés, mais est-ce que c'est pour que ça ressorte le mieux possible dans le média des séries télé? Bah non, en fait, je pense qu'ils sont juste perdus, quoi. C'est très bizarre, cette série. Ça commençait assez bien, le pilote, on avait bien aimé. Enfin, le premier épisode. Ouais. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Y a Jared Harris en Henry Seldon, c'est super cool, super choix. C'est beau, c'est beau. Enfin, ouais, c'est beau. Super beau. Bon, après, il y a certains effets visuels avec l'Unreal Engine, c'est ces mêmes moteurs de jeux vidéo qui est utilisé pour faire les effets visuels du Mandalorian. Ça fait propre, mais tu vois que tu peux pas non plus faire des miracles avec, tu vois. Donc, et c'est vrai que des fois... Il y a un côté un peu cheap qui peut ressortir, mais vraiment si tu regardes bien, quoi. Ah ouais, moi j'ai pas trouvé du tout. Je vois pas où tu vois ça. Je pense que ça se verra d'autant plus d'ici quelques années. Ouais, peut-être. Peut-être même un extrait, mais le premier épisode, par exemple, pour des gamins qui jouent sur la plage, moi ça m'a choqué. Ah bon? Ouais, donc Fondation, le problème, c'est quoi du coup le problème avec Fondation? Donc au début... Dis-moi c'est quoi le problème. Ouais, je vais te dire. Dis-moi. J'ai crap après. Au début ça part bien, le propos est là. En même temps, c'était compliqué de faire différemment. Bon...
déjà, il y a plein de personnages qui ont été transformés en meufs. En soi, pourquoi pas. Bah oui. Moi, ça me dérange pas parce que... Enfin voilà... Parce que t'aimes les femmes. J'aime les femmes, je suis progressiste. Non, en vrai, voilà, j'ai aucun problème avec ça. Seulement, là, il y a quand même 3 personnages qui ont changé en meufs. Mais il y en a, je pourrais trouver ça justifié. Il y en a d'autres, j'ai pas trop compris pourquoi. Et puis 3, ça fait quand même beaucoup, au point de... Du coup... Enfin, quand tu transformes une ou deux meufs, tu vois que tu veux rendre juste l'histoire suffisamment cohérente dans sa mixité. Genre, il y a autant d'hommes que de femmes. Tu crois que c'est pour ça? Hein? Est-ce qu'on sait pourquoi? Je pense que c'est un truc un peu woke, c'est-à-dire pour donner plus de femmes, place aux femmes, tout simplement, tu vois, dans une vie progressiste. Mais pourquoi pas en soi? Mais là, en fait, ils en ont trop fait. Ça se voit trop à l'écran, en fait. Genre, regardez, on a transformé les mecs en meufs, tu vois. Déjà, je trouve qu'il y a ça. Et puis en fait, ils auraient pu faire des trucs. Ouais, parce que toi, tu le sais, parce que t'as lu les... Bah oui, non, mais on le voit dans la saison que c'est des personnages importants en plus qui ont été transformés en femmes. Mais vous la jouez progressiste, par exemple, le personnage de Gaal Dornick, vous l'avez transformé en femme. Ça fait du coup une relation avec le fils adoptif d'Harry Seldon. C'est cool, une relation, mais du coup, c'est quoi cette relation? C'est un truc mine de rien hyper hétéronormé. Pourquoi pas l'avoir laissé en mec et avoir fait une relation homosexuelle avec le fils de Harry Seldon? Il y a une relation aussi dans... Bah non. Dans les romans. Donc non, oui, ils ont pas de relation dans les romans. Je sais même pas s'ils se connaissent dans les romans, Raych et Gale. C'est que s'ils se connaissent, c'est que dans la préquelle que c'est écrit. Donc ça a été écrit après la préquelle. Mais voilà, tu veux faire... S'ils l'ont juste transformé en meuf, juste pour avoir une relation, et t'appelles ça être progressiste, bah moi je dis autant le garder en mec et faire une relation homosexuelle, par exemple. Oui, t'as raison. Donc voilà, Demerzel, l'avoir transformé en meuf, je trouve que c'était peut-être celui-là le changement le plus central. Ça ou Gale, je sais pas. Demerzel, il y en a beaucoup qui le savent pas, mais c'est un des rares personnages qui est présent dans les 2 sagas d'Asimov. C'est peut-être un des personnages les plus importants des sagas d'Asimov. Vous renseignez pas, évidemment, sur Wikipédia, tout ça, si vous voulez pas vous spoiler sur ce qu'il aime, puis voilà, on sait tout de suite que c'est un robot, en l'occurrence dans la série, alors que dans les romans, on le voit que dans les préquels, les Merzel dans les romans, ça fait partie justement des twists, bon, ouais. C'est un peu bizarre, quoi. Mais du coup, bref, ouais, voilà. Salvor Hardin, je trouvais ça bien, à la base, qu'il est transformé en meuf, pourquoi pas. Lui, c'était peut-être le seul personnage le plus justifié. Mais bref, je trouve, voilà, qu'il y a eu quand même un surabus de ce côté. Regardez, on est progressiste parce qu'on transforme des mecs en meufs. C'est pas ça être progressiste, c'est comment t'abordes les thèmes, c'est pas juste transformer des genres, quoi. Bref. Donc le problème avec la série, c'est quoi? C'est que elle prend des libertés, soit, j'ai aucun souci avec ça. Elle joue avec la temporalité, par exemple, le premier gros chapitre de Fondation, normalement il se passe 50 ans plus tard, après le début de la fondation de la Fondation. Là ça se passe 35 ans plus tard. Bon, ok, pourquoi pas. Il part sur toute une histoire avec les Anacréoniens, le peuple voisin, parce que oui, c'est vrai que normalement l'histoire doit se conclure sur la Fondation qui petit à petit fonde un petit empire avec Anacréon et des autres planètes voisines. Mais du coup, c'est... En fait, voilà ce qui m'a dérangé en fait dans Fondation, c'est que c'est en totale opposition avec la vision de Harry Seldon de la psychohistoire, les événements. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des petits trucs individuels qui font que l'histoire évolue selon les prédictions d'Harry Seldon. Or, la psychohistoire, c'est des prédictions globales, statistiques, sur ce que font un maximum de personnes. En fait, ça ne respecte pas du tout ce qu'a voulu exprimer Asimov, en fait. C'est ça le problème. Par exemple, la mainmise politique que fait petit à petit la Fondation sur Anacréon et ses voisins, bah là, c'est juste un événement, ils sont tous rassemblés dans le désert, et Harry Seldon, enfin son hologramme qui apparaît, en mode maintenant vous allez être copains, et du coup tout le monde dit ok on va être copains, enfin, c'est complètement débile. Et il y a plein de trucs comme ça, en fait, tout le long, où du coup la vision n'est pas respectée, puis tu te dis comment il a pu prévoir un truc pareil Harry Seldon? Sociologiquement, statistiquement, tu peux pas prévoir ça, c'est un événement unique, et pourtant ils font comme s'il avait tout prévu. Et en fait, je pense que David S. Goyer, c'est lui le problème, c'est celui qui est showrunner de la série, il a pas compris du tout l'esprit de la psychohistoire, et du coup de Fondation, en fait. Et en plus, il s'égare énormément, parce qu'il a des bonnes idées, ah tiens, je vais raconter une histoire là-dessus, je vais créer une histoire sur ce personnage d'Asimov m'inspirait ça, je vais partir en sucette en racontant une histoire sur lui, pourquoi pas? Mais du coup, il te fait 5 épisodes sur un truc, et il oublie de raconter ce qu'Asimov avait raconté à la base, en fait. Et quand il essaie de raconter ce qu'Asimov a fait raconter à la base, il le bâcle, et en plus, il respecte pas du tout l'esprit, quoi. Donc voilà, il a... Alors bon, il y a quand même 2-3 bonnes idées, évidemment, qui sont dues au fait que tu fais une adaptation, tu dois moderniser l'œuvre. Les hologrammes enregistrés, genre d'Harry Seldon, c'est des IA, ce qui est logique. Ce que je trouve un peu dommage, en revanche, c'est que la surprise de voir Harry Seldon apparaître sur la planète de la Fondation, elle est bâclée par le fait qu'on le voit déjà qu'il peut apparaître en hologramme dans l'épisode 4 ou quoi. Et ça, c'est un peu... Ouais, ça justifie, en fait, tout le problème de rythme de la saga, en fait. C'est que des fois, des fois, ils te font monter la sauce pendant 10 ans,
tout ça pour rien, et des fois t'as des moments qui sont hyper importants et qui apparaissent comme ça. On dirait que ceux qui ont fait la série, ils savent pas ce qui est important ou pas, sur quoi ils doivent monter la sauce ou pas, c'est hyper bizarre. Du coup, t'as plein de moments qui sont cultes, qu'on soit lecteur ou pas, hein, d'ailleurs, hein, qui sont hyper mal racontés, du coup. Elodie, en tant que spectatrice, toi tu t'es fait chier par un moment? Les 3/4 de la série, je pense. Ouais, et pourtant tu voyais le potentiel quand même. Mais oui, il y a un potentiel de fou, sauf que c'est long, c'est ennuyeux, c'est chiant, ça avance pas, et c'est dommage parce qu'il y a de la possibilité de faire un truc de fou. Quand t'es pas lecteur, tu vois la possibilité du délire. C'est ça qui est bien avec Fondation. Je trouve ça surtout dommage pour les fans d'Asimov, quoi, parce que... Oui, non, mais après, moi, si tu veux, souvent, c'est vrai que des fois, tu dis, bon, c'est les fans qui râlent, mais la série est bien, tu vois. Genre, moi, par exemple, avec Game of Thrones, il y avait beaucoup de fans qui râlaient. Moi, comme je suis un fan de série, je privilégiais l'application de Medium. Je trouvais que Game of Thrones était une très bonne adaptation. Là, c'est pour ça que les problèmes se sont passés après qu'ils aient dépassé les livres. Je trouve que Game of Thrones a toujours été une bonne adaptation parce qu'ils sont su s'adapter au format tout en respectant l'esprit. Ce qui est super dur, hein, comme exercice. Fondation, ils ont ni respecté l'esprit, ni respecter l'histoire en fait. Et à un moment donné, tu sacrifies un peu l'un pour avoir l'autre, je veux bien, mais c'est pas le cas. Et en effet, du coup, résultat, tu te retrouves avec une série où tu te fais beaucoup chier, où tu vois pas du tout où ils veulent en venir. Même moi, en tant que lecteur, j'étais pas sûr des fois où ils voulaient en venir. Surtout que t'accroches pas au personnage non plus, à part Harry Seldon qui est top. Ouais. Mais encore, on comprend pas trop, enfin... Oui, Salvor Hardin, on sait pas trop le pourquoi du comment, jusqu'à la fin en plus. Hein. En fait, c'est flou, quoi. Tout est flou, et ça donne pas envie de fouiller. Voilà, les personnages clés, par exemple, il y en a un, Salvor Hardin, donc, c'est une fille maintenant, qui devait être un personnage qui, du coup, faisait partie de certaines personnes qui avaient compris ce que devait devenir la Fondation avant tout le monde. En réfléchissant un peu, en effet, c'était le cas. Et il aurait dû aider, justement, à faire en sorte que cette Fondation devienne ça. Non, pas du tout. Là, il vit juste une aventure... Et après, il part pendant 100 ans se faire congeler. Alors, je sais pas, c'est quoi cette manie aussi de vouloir faire congeler ces personnages. Fondation, c'est pas ça. Fondation, on s'attache pas aux personnages. Fondation, on s'attache à une société, en fait. Les personnages, ils ont pas à être congelés pour revenir 100 ans plus tard en disant « Ah, c'est des personnages qu'on aimait bien dans la saison 1. » On s'en fout de ça. Les personnages, ils vivent leur vie. C'est ça, Fondation. Ils vivent leur vie. Et peu importe ce qu'ils vivent, les événements vont se passer tels qu'Harry Seldon les a prédits. C'est ça, l'esprit aussi de Fondation. Et c'est pas du tout respecté non plus. Faut surtout pas donner de l'importance aux héros dans Fondation. C'est ça qui nous fait les adorer. C'est que c'est des gens comme n'importe qui au final qui subissent les événements et qui font de leur mieux pour en tirer le mieux en fait. Et ça a pas du tout été respecté, je trouve. Alors, bref, j'ai beaucoup digressé plutôt que d'aller dans le fait. Il y en a gros hein, sur Fondation. Ouais. Il y a eu d'autres bonnes idées aussi, genre le parler un peu de ce qui se passe dans l'Empire, ce qui est pas du tout le cas dans les romans, en tout cas à ce moment-là. Comment l'Empire a pu chuter, c'est intéressant. L'histoire des empereurs clones, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais c'est pareil, c'est trop long. Genre quand il part sur une autre planète faire son pèlerinage et tout, on s'en bat les couilles quoi. En plus il fait de Demerzel un religieux, c'est un robot religieux. En tout cas moi comme ça donne pas envie de regarder la saison 2 quoi. Ouais, limite pas. Moi je regarderais pour voir s'ils ont appris de leurs erreurs en fait, tu vois. Mais les fans, ils en pensent quoi, les fans d'Asimov? Oh, je sais pas du tout. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils ont adoré quand même. Il y avait eu de bons retours, surtout au début. Avec le temps, une fois que la sauce est descendue, les gens se rendent compte que c'était pas si ouf en fait. Après, la série est pas horrible, vous attendez-vous surtout à quelque chose de très long et de pas forcément bien raconté. Ouais, bah ça donne envie. Ouais, mais sinon, le thème est hyper novateur, c'est beau à regarder, il y a Jared Harris. Mais voilà, pour moi le problème c'est que David S. Goyer, c'est lui qui a notamment écrit, vous savez, les scénarios chez DC Comics, genre Man of Steel, Batman v Superman, et on voit le problème, c'est que c'est un mec qui s'égare beaucoup, en fait, il a de bonnes idées, mais il s'égare beaucoup, au point d'en oublier l'esprit de ce qu'il adapte, au point d'en oublier de quoi il doit vraiment parler. C'est chaud quoi. Et il a pas les millions que de la Warner pour vérifier et rattraper un peu ses merdes. Du coup, la série elle sort telle quelle, c'est le patchwork de ce qu'il avait dans la tête. Et c'est pas Fondation pour moi du tout en fait. C'est de Fondation que le nom en fait. Parce que la psychohistoire, c'est pas la science de la Fondation, c'est pas de la psychohistoire. Les événements clés ils sont à peine respectés, mais genre tout juste. Et la manière dont ils arrivent, ça respecte pas du tout l'esprit, ce qui est plus important. La manière dont la sauce est montée, dont les événements importants sont montrés. Des fois, il faut monter la sauce sur des trucs qui sont finalement pas très importants. On comprend pas les enjeux, on comprend pas ce qui est important, on comprend pas tout ça. C'est vraiment dommage, quoi. Bref, voilà. Bon, ça fait un quart d'heure qu'on en parle. Ouais. Mais j'en avais gros sur la patate. On en a gros. Ouais, après, je vais remodeler un peu, je pense. J'en ai gros. Parce que là... Voilà. Oh, j'avais dit aussi mention honorable, mais j'en ai déjà parlé dans le JT, c'est Shadow and Bone. C'est vrai que j'aurais pu faire toute cette émission en JT, mais j'avais vraiment pas le temps de faire tout un montage avec des mises en scène, avec Bijou. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je fais ça un peu live à l'arrache avec Mademoiselle.
Ouais, donc voilà, oui, Shadow and Bone, bon bah, c'est de la merde. Ouais. C'est tout. Bah putain, on va accélérer. Ouais, donc voilà, après, je voulais parler des meilleures saisons et des pires saisons de 2021, donc il y avait des trucs intéressants à dire aussi. Générique. Meilleure saison de 2021. Tu mettras pas ça. Non. Oui, non, parce que évidemment, là, quand on parle de nouvelles séries, on a vu qu'il y avait pas grand-chose. Alors je me suis dit, je vais parler aussi des meilleures saisons. Donc le but, c'est de parler de plusieurs choses. Déjà, je voulais parler de ces séries où quand on a vu la saison 1, on s'est dit, ah, c'est peut-être un coup de bol. Et après, on a vu la saison 2 et on fait, ah bah non, c'est pas un coup de bol, c'est juste bien en fait. Et la saison 3 a encore confirmé ça. Et pour ça, il y a deux séries, c'est You et Anna. Donc You, c'est un peu le successeur spirituel de Dexter, même si en ce moment il y a Dexter New Blood qui arrive, qui est plutôt cool. Ça lui refait un concurrent, qui est une bonne série, You, voilà, sur un et tueur en série. Mais pourtant, sur le papier, ça aurait pas été ta cam. Pas du tout. En tout cas, la première saison, moi je pense à la regarder toute seule. Au début, et ouais. En fait, Ouais, j'ai l'impression que ça s'adressait plus aux femmes, limite, au début, mais en fait, pas du tout, c'est juste... Oui, parce que les femmes aiment les pervers sexuels. Évidemment. Tueurs. Non, mais je sais pas pourquoi, ça m'attirait pas trop, et puis, non, c'est bien fait, c'est bien raconté, c'est cool, ça à voir. Et Anna, j'ai adoré, aussi, sur Prime Video, c'est terminé, en plus, avec la saison 3, il y a pas beaucoup, il y a genre 22 épisodes, au total, avec Joel Kinnaman, que j'adore aussi, dans la saison 1. L'actrice est juste géniale, Esme Creed Miles, je crois qu'elle s'appelle. C'est, donc un bébé qui avait été sauvé d'un programme de la CIA, qui a été élevé par un ancien agent de la CIA dans une forêt de Roumanie, pour éviter d'être retrouvé. Du coup, c'est un peu un enfant sauvage, quoi. Et un jour, forcément, elle se fait repérer, et il y a une course-poursuite à travers toute l'Europe qui se dessine à travers la série. Donc, Paris, l'Espagne, l'Allemagne, bref, voilà. Et c'est super bien parce que c'est une série d'espionnage hyper bien ficelée, et en même temps, t'as aussi une gamine de 20 ans qui essaie de se découvrir. Donc voilà, c'est cool. C'est vraiment à voir. Moi, je pensais vraiment que la saison était à coup de bol, mais de A à Z, c'est maîtrisé, c'est bien raconté, c'est émouvant. C'est propre. C'est propre, ouais. C'est très très propre, Anna. Et You aussi, c'est très très propre. Donc bravo à ces deux séries. Parler de Anna, ouais, et de You. Voilà, c'est des séries qui se confirment comme étant des bonnes séries alors que leur concept ne laissait pas paraître qu'elles étaient si prometteuses. Et ben du coup, voilà, regardez-les si vous les avez pas vues, elles sont cool. Anna, c'est vraiment pas connu, donc je vous la recommande davantage, surtout que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur ces dernières années. Je peux pas décrocher de cette série, donc voilà. Sinon, comme troisième autre meilleure saison de 2021, très belle découverte aussi, c'est For All Mankind sur Apple TV+. C'était 2021, ça? J'ai l'impression que c'était 2020. La saison 1 et la saison 2 2021, ouais. Voilà, c'est ce qui est cool, c'est que voilà, il y avait des super séries de hard SF comme Away sur Netflix qui ont été annulées parce que ça coûtait trop cher. Heureusement, il y a For All Mankind pour prendre la relève. Malheureusement, c'est sur Apple TV+, qui est pas une offre très répandue encore en France, mais j'en parlais dans le JT, dans le dernier JT des séries de cette série. C'est avec Joel Kinnaman aussi, du coup, qui a joué dans Anna. J'en avais parlé aussi. Mais voilà, c'est vraiment une des plus belles découvertes. Je pense que ça vaut le coup, soit de prendre Apple+, soit de télécharger parce qu'elle est... Ah non, faut pas télécharger, c'est très illégal. C'est illégal. Donc de prendre Apple TV+. Souscrire, voilà. Un mois gratuit, vous prenez un mois gratuit, vous regardez... en vrai, non mais je sais même pas s'il y a une offre légale en France à l'heure actuelle. Ah bon? Apple TV, je te jure... Comment tu as fait alors? Je sais pas. Non, si, je crois qu'il y a une offre. Je sais plus comment ça marche, Apple TV+. Bon, en tout cas, il faut la voir. Mais il faut voir cette série d'une manière ou d'une autre. Elle est top. Elle est vraiment top. Elle nous a fait pleurer même, je dirais. Bah oui. En mode espoir de l'humanité. Mais c'est trop cool, quoi. Tu vois des communistes et des Américains qui se battent pour la Lune jusque dans les années 90. C'est excellent. Ouais, c'est trop bien fait. C'est vraiment, voilà, qu'elle serait devenue le programme spatial. T'as pleuré? Moi, je pleure toujours devant les trucs de science-fiction. C'est juste quand la fusée elle décolle, le truc comme ça. Tu vois. Et ça t'émeut. Ouais. Ouais, petite mention honorable quand même à Tiger King, ce phénomène mondial. Ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis encore plus. C'est un documentaire, c'est pas une vraie série, mais je voulais en parler. À voir tellement que c'est what the fuck, c'est dingue, c'est rigolo, c'est fou, c'est tout ce qui va pas aux États-Unis. Incroyable. Et en fait, ils veulent faire croire qu'ils le montrent au premier degré. Donc c'est sur le monde des parcs animaliers un petit peu corrompus aux États-Unis, quoi, on va dire. Et il y a des histoires, ils ont tous des histoires entre eux, les mecs, des trucs salaces entre eux. Et en fait, à travers un pseudo premier degré qui est en fait un second degré, ils montrent tout ce qui va pas aux États-Unis, c'est juste
énorme. Et il y a la saison 2 qui est sortie cette année, qui est dans une bonne continuité. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, bon, en fait, je pense que les mecs, ils voulaient juste filmer le monde des parcs animaliers à la base. C'est pas vraiment des parcs animaliers, c'est pas comme un zoo, quoi. C'est quoi, ça a l'air différent là-bas aux États-Unis. Ouais, c'est des espèces de parcs de tigres surtout. Enfin, de félins, mais. Ouais, voilà, des parcs de félins un peu. C'est pas un zoo, c'est pas leur mission, c'est pas de protéger. Ouais, voilà, tu vois. De faire en sorte qu'ils se reproduisent entre eux, tout ça, je sais pas trop. Mais bref, bon, voilà quoi, ça à la one again quoi, l'américaine, c'était pas un business le plus surveillé alors qu'il y a énormément de profit à se faire d'ailleurs, le trafic animalier. Je pense qu'ils voulaient juste faire un docu là-dessus parce qu'ils savaient qu'il y a 2-3 choses à dire. Ils se sont fait embarquer dans ce qui se passe entre ces gérants de zoo quoi. Il y a des histoires de meurtres, de suicides, de magouilles, de thunes, de machin. Il y a pas un personnage pour rattraper l'autre quoi. Et ça va loin. Ça va super loin. Mais c'est à voir, franchement c'est à voir. Ah mais vous regardez, vous faites Matrix, c'est vraiment... Ouais, tu peux pas t'arrêter au premier épisode. Tu crois tellement pas à ce que tu vois que tu peux pas t'arrêter et voilà. Bon évidemment je pense que tout le monde l'a vu aujourd'hui mais je voulais quand même la mentionner parce que... Moi je sais pas si tout le monde l'a vu, regarde ton ami. Je sais pas si on peut dire son prénom. Oui c'est vrai, j'ai des amis que je connais qui l'ont pas vu et qui ont halluciné en découvrant ça récemment. Ça. Ouais donc regardez. Voilà et puis ouais je voulais faire aussi un dernier petit aparté du coup sur les flops des nouvelles saisons 2021, donc c'est des saisons de séries déjà existantes. Je voulais revenir sur le côté de bonnes premières saisons de séries où on ne se dit pas ah tiens peut-être que la saison 1 était un coup de bol. Là pour le coup c'est vraiment typiquement des premières saisons qui sont bien. Quand tu les finis tu te dis c'était une bonne série, vivement la saison 2 elle a l'air d'être bien. Et quand la saison 2 arrive, tu découvres qu'en fait la saison 1 c'était un coup de bol. Contrairement à You et Anna où tu te demandes si la saison 1 était un coup de bol, là tu ne le soupçonnes pas, mais quand la saison 2 arrive tu te dis ah putain mais oui mais clairement la saison 1 c'était un coup de bol quoi. Et cette année c'est pareil, ces deux séries ont eu leur saison 3, je sais pourquoi, et qui confirme que la saison 1 était en effet un gros coup de bol, quoi. Donc c'est d'autant plus ironique. Et ces deux séries, du coup, c'est Perdu dans l'espace et Titans. Après, j'allais dire, c'est ce qu'on les a pas finis, ça se trouve, il y a un super twist de fin qui ferait que... Mais ça donne pas envie de... Ouais, mais après, voilà, je voulais pas parler des saisons en elles-mêmes, en vrai, parce que, voilà, on a vu que le premier épisode de Perdu dans l'espace de la saison 3... Non, on en a pas regardé tout ? Non. Ah, tu vois, s'arrêter à 1, c'est chaud, hein, pour évaluer quand même. Non mais j'évalue pas là, je suis pas là pour évaluer la saison en fait, c'était pour en discuter. Et Titans c'est pareil, on a vu qu'un épisode. Bon Titans t'as le côté un peu de plus en plus ridicule, super-héros, ça on en parlera après. Et Perdu dans l'espace, je suis désolé mais c'est... Ça tient par la route en fait, même le premier épisode il tient pas du tout la route. Quand il commence à s'envoler en castor là... Et on est rail volant. Je vais vous diriger. Ils sont tous droits. T'es allé au milieu déjà, elle dirige rien du tout. Comment tu peux diriger ? Enfin ouais. Ouais alors. Regardez, faites-vous la vie vous-même. Non mais voilà, Perdu dans l'espace, donc c'est l'adaptation d'une vieille série des années 50, hein. Il y a aussi eu un film qui s'est beaucoup fait bâcher en 98 je crois, avec Joey de Friends, mais bon, je pense qu'il s'est un peu trop fait bâcher par rapport à d'autres films si vous voulez mon avis, mais il est clairement pas le film du siècle, mais bon. Et ça partait hyper bien, il y avait vraiment le côté, on est une famille, dans le sens parents-enfants, et on est aussi un équipage, cet esprit-là était hyper bien fait, je trouve, dans la saison 1. Niveau réalisme SF, ça tentait d'aller un petit peu loin, mais pas trop, enfin, ça restait dans l'acceptable, si vous voulez, ça restait vraisemblable, ce qu'on voyait, et le suspense était bien fait, le rythme était bon, la saison 1 était cool. Arrive la saison 2, on a l'impression de voir une parodie de la saison 1, en fait. Et la saison 3, c'est encore pire, en fait, l'épisode qu'on a vu de la saison 3, c'est encore pire, en fait. On parle encore de ce moment-là où il s'envole en castor, qui est complètement con, mais, enfin, voilà, quoi. Il y a quand même des bons acteurs, mais on les fait pas bien jouer, ça se voit, et les histoires, on voit qu'ils savent plus du tout où ils vont, qu'ils ont pas d'idée, et l'esprit est plus du tout respecté. Alors je parle même pas des détails scientifiques qui partent de plus en plus en sucette avec des... Vous savez, ce genre de série où des explications scientifiques foireuses, alors qu'à la base c'était bien parti pour devenir une série de SF un petit peu concrète en termes d'explication, de vraisemblabilité, etc. Et elle a totalement raté le coche, et donc voilà, la saison 1 était un coup de bol, la saison 2... nous l'a confirmé, et la saison 3, même si on l'a pas vu en entier, certes, nous le confirme. Mais honnêtement, instinctivement, je sais pas si je vais la regarder, parce que je pense que ça va quand même être une immense perte de temps. Oui, je pense aussi. Quant à Titans, du coup, Titans. Wow. Titans. Donc les Titans, c'est des très bons chaussons. Tu m'as compris la vanne. Les tatanes, tu veux dire les tatanes. Wow. Donc les Titans.
Donc pour ceux qui savent pas, c'est un groupe de super-héros jeunes de DC Comics avec Robin et d'autres super-héros. Bref, c'est un peu la ligue des justiciers des jeunes chez DC. Donc c'était une adaptation Netflix qui est arrivée avant les séries Marvel sur Disney+, mais après les séries Marvel sur Netflix. Donc les séries un peu dark et violentes comme The Punisher, Daredevil, tout ça, qui sont cool. Il y avait des séries DC à côté, notamment les séries du Arrowverse, j'en avais déjà parlé dans ma deuxième vidéo. C'est les séries de Greg Berlanti, hein, c'est un manufactureur de séries de super-héros DC, en tout cas dans les années 2010 c'était le cas. Il avait fait Arrow, Supergirl, Flash, tout ça, qui pour le coup, Legends of Tomorrow, il en fait encore là, hein. Il a fait Batwoman, qui a pris cher d'ailleurs, etc. Bref, et c'est des séries, voilà, un poil superficiel pour jeunes adultes, etc. Et ce mec, en fait, on lui a proposé de faire le projet, ou il a eu l'idée, je sais pas, de faire le projet Titans, qui pour le coup imitait un petit peu l'esprit des séries Marvel Netflix, qui a fait une saison 1 qui était très cool, très mature, et alors c'était pas un sujet évident à traiter, mais c'était très bizarre, voilà. Cette saison 1, elle ne finissait pas d'ailleurs, il y a que 11 épisodes, alors qu'on voit qu'il aurait dû en avoir 12, du coup la saison 2 a 13 épisodes, et on découvre que le premier épisode de la saison 2, c'est en fait le dernier de la saison 1, quoi. Déjà c'est bizarre. C'est hyper déroutant de commencer une série par un final de saison en termes d'esprit, et l'esprit, d'ailleurs, change totalement à partir de la saison 2, ça devient beaucoup plus jeunes, beaucoup moins bien raconté, beaucoup plus superficiel, et t'as du mal à croire des fois qu'ils veulent te raconter ces choses-là. Mais il y a quand même des bons moments, si vous voulez. Je la condamnerais pas autant que Perdu dans l'espace, tu vois, Titans. Je sais pas, toi, dans tes souvenirs, si t'en gardes des bons souvenirs de cette série. Oui, c'est pareil, pas ouf, mais oui, je la surclasserais par rapport à Perdu dans l'espace, c'est sûr. Voilà, et du coup, voilà, j'ai vu la saison 3, bon, c'est pareil, c'était pas horrible non plus, mais à un moment, tu les vois, genre, tous les 6 ou 7 en super-héros, avec Superboy et son chien Superdog, là. Alors oui, hein, c'est ça, hein, dans les comics, hein, j'ai pas de soucis là-dessus, mais je sais pas, t'as pas envie de réfléchir pour dire est-ce que c'est vraiment intelligent de mettre un Superdog, quoi, dans une série qui se veut mature et violente, tu vois? Je sais pas. C'est un peu bizarre. Puis voilà, quoi, à partir du moment où t'as un mec qui a les pouvoirs de Superman, qu'est-ce que tu te prends la tête à faire plein de super-héros qui se battent partout? Superman, en 2 secondes, il tue tout le monde. Ça a toujours été le problème, de toute façon, de la Ligue des Justiciers. C'est d'ailleurs le même problème qu'il y a dans le film Justice League, que ce soit l'adaptation de Joss Whedon ou la version de Zack Snyder, qui, pareil, pour moi, est un peu surcoté, dans le sens où ce n'est pas un film, c'est une mini-série. En fait, c'est juste un truc audiovisuel. Bref. Non, mais voilà, en gros, en fait, voilà, il sait pas, Greg Berlanti, le showrunner, il a pas pu s'empêcher de faire du Greg Berlanti, c'est-à-dire une série de super-héros qui devient de plus en plus superficielle, qui s'adresse de plus en plus à un public jeune, et c'est un peu dommage parce que moi j'aime bien quand les trucs de super-héros ils sortent de leur cadre, que ce soit pour s'adresser à un public qui veut du truc sombre et mature, ou même de la comédie à la rigueur. Enfin voilà, des super-héros qui sortent de leur cadre, je trouve ça cool. On bouffe tellement de super-héros qu'aujourd'hui, si tu veux faire un truc intéressant, t'es obligé de les sortir de leur cadre. Et là, tu nous fais un truc qui finalement s'avère être très classique et pas forcément très intéressant. À l'ère où il y a eu les films Marvel qui sont juste ouf en termes de maîtrise. C'est quand même une saga qui est sur 10 ans de plus de 25 films, qui tient à peu près la route, donc voilà quoi, bref, c'est dommage de voir ça encore aujourd'hui, enfin je comprends pas pourquoi on continue à donner de l'argent dans ce cas-là pour faire ce genre de série, c'est bon, on a tellement quoi. Autant de Jupiter's Legacy, c'était une nouvelle série de 2021, un des flops à ce niveau-là, les super-héros, c'est pas mieux en termes de nouvelles saisons également. Donc voilà, c'était un petit peu le palmarès 2021, donc nouvelle série à éviter, nouvelle saison à éviter. Le but évidemment c'était de parler un petit peu de tout ce qui me travaillait un petit peu dans les sujets de série, voilà, en mode un peu chill, avec Mademoiselle Elodie, merci beaucoup. Merci, vraiment. Pour vos petites interventions. Merci Bijou, qui est vacciné, qui a la fièvre. Mais non, il va bien. J'ai une autre vidéo pour info qui est tournée, donc faut juste que je la monte, mais en fait pourquoi je ne l'ai pas montée, c'est parce que j'ai un gros problème de son que j'ai pas réussi à résoudre, et du coup je pense que je vais la sortir telle quelle en fait. Ça me frustre beaucoup, mais voilà, c'est un Gotha Go Fast qui était censé du coup être la vidéo intermédiaire de cette fin d'année, mais qui finalement a été supplantée par celle-ci à cause de ces problèmes de son justement. Mais bon voilà, je la sortirai quand même, et puis si j'ai le temps, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus trop le temps, on fera au moins un TV 101.2 qui est déjà écrit à 60%, donc j'aimerais bien le sortir aussi, mais c'est pareil, voilà, pas de délai, rien du tout, ça sortira quand ça sortira, selon nos dispos, quoi. Puis voilà, mais en tout cas c'était cool de parler de séries tout ce temps, toute cette année, et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à poster des commentaires, à liker, à partager, à commenter. Suivez les réseaux sociaux, Facebook, Insta, je les affiche
afficherai aussi. C'est des réseaux en plus qui sont différents, donc suivez les deux, hein. Enfin les publications sont différentes. Plus il y aura de monde, plus je publierai, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà. Gros bisous. Salut. Ciao.